Salut, ici Cheyenne et Roxane. On te souhaite la bienvenue sur Tarologie, le podcast qui démystifie l'art du tarot. Afin de rendre ce merveilleux outil accessible à chacun, on te donne rendez-vous chaque 2 semaines pour explorer l'univers du tarot une carte à la fois. Bonne écoute! Hello Roxane! Allô Shay, ça va bien? Oui, ça va et toi? Ça va super bien, je suis très excitée parce que j'attends ma commande Ikea. Donc, Soyez pas surprise s'il y a une petite coupure inattendue. exactement, c'est la roue de la fortune qui arrive dans ma vie. Je vais avoir des nouvelles choses pour mon appartement. Yeah! Yes! Donc, vous l'aurez compris, cette semaine, on attaque le 10e arcane majeur, soit la carte de la roue de la fortune. Donc, au programme, on vous propose d'aborder l'imagerie, comme d'habitude, les symboliques, les questions de guidance que vous pouvez vous poser et les dimensions astrologiques et numérologiques. Et puis, comme d'habitude, on va conclure sur un tirage à 3 cartes afin de guider vos lectures personnelles. On va ajouter aussi une nouvelle section à notre podcast. En fait, je me suis procuré récemment un livre qui s'appelle The Life Series. On vous parle souvent du jeu de cartes. Donc là, la personne a sorti un livre qui accompagne le jeu en question. Et en fait, dans ce livre, elle propose une sorte de tirage pour vous inspirer de la vibe générale de la carte. C'est à peu près ça. Donc, c'est une nouvelle section. On espère que ça va vous plaire. Puis, on essaiera aussi de vous tourner des petites vidéos pour vous présenter la même chose pour les cartes qu'on a déjà enregistrées. Oui, alors soyez à l'affût sur vos réseaux sociaux. On va commencer à introduire de nouveaux types de posts. On adore ça. Est-ce que tu voulais nous dire quelque chose en particulier sur cette carte, Roxane? Oui, alors je vais y aller avec beaucoup de franchise aujourd'hui, c'est-à-dire que la roue de la fortune, c'était une carte qui me rendait initialement un peu indifférente, certes par incompréhension, mais aussi parce que j'avais l'impression qu'elle n'était pas nécessairement très riche en symbolique au niveau de l'imagerie. Et pourtant, lorsque je me suis assise pour étudier cette carte en prévision de l'épisode, mon appréciation a complètement changé. Et maintenant, à chaque fois qu'elle sort, voilà, je suis impatiente d'essayer de comprendre quel message elle a à me donner. Bah, c'est drôle. Ouais. C'est drôle, elle vient de sortir quand on a fait notre petit tirage Mais post-enregistrement. oui! Est-ce que tu peux nous expliquer, tu en avais déjà parlé un petit peu lors de l'épisode précédent, mais est-ce que tu peux nous expliquer la position de la roue de la fortune dans le jeu? Donc, la roue de la fortune, c'est la carte numéro 10. Elle précède la justice dans la version Rider-Waite ou la force dans la version du tarot de Marseille. C'est une carte, en fait, qui marque le début de, comment est-ce que je te dirais, des nombres, mais aussi de toutes les étapes qui tombent complètement en dehors du contrôle de l'être humain. Exact. C'est comme si on devait diviser les arcanes majeures en 2 sections, ça se couperait au niveau de la roue de la fortune, parce que c'est une toute autre dynamique qui s'installe. Exactement, puis même au niveau de l'imagerie, c'est la première carte qui n'implique vraiment plus d'être humain dans son imagerie. Il y a beaucoup de créatures mythiques, des animaux. On va retrouver des êtres humains dans la deuxième partie ou la deuxième moitié des arcanes majeures, mais celle-là est vraiment particulière parce que si on la regarde, il n'y a vraiment pas d'humain. Et puis pour le coup, la roue, c'est une transition. Donc, comme on l'a mentionné dans l'épisode de l'ermite réfléchit sur son passé, sur tout ce qu'il a connu, tout ce qu'il a expérimenté, et avec sagesse, il s'abandonne au caractère aléatoire de la vie, à la série de changements perpétuels, hasardeux, qu'apportera la roue de la fortune et qui indubitablement fait partie de la vie en fait. Absolument. Puis si on s'attarde maintenant un petit peu plus sur l'imagerie, on va voir en fait que c'est une carte qui est complètement différente, dépendamment de si on prend la version Rider-Waite ou la version de Marseille. Donc, toi, tu avais une petite préférence par rapport aux deux. Oui, ben en fait, je dirais que plus le temps avance, plus je trouve que l'imagerie du tarot de Marseille recèle de beaucoup d'indices. C'est sûr que Rider-Waite également, c'est toute une œuvre, mais Marseille, quand on regarde, on va observer certains détails qui vont être très parlants pour comprendre l'essence même de la carte. Donc, je dirais que j'ai une petite préférence, oui. Et c'est pour ça que dans mes explications personnelles, je vais plus utiliser cette source-là. Ok. Est-ce que tu veux nous parler des lettres qui sont présentes sur la roue? Oui, donc pour la version Rider-Waite, on peut voir qu'il y a les lettres T-A-R-O dessus. Donc, ça peut être un clin d'œil à l'outil du tarot, mais aussi, ça peut vouloir dire rota, si on le lit R-O-T-A, donc qui veut dire roue en latin, et Torah, T-O-R-A, donc le livre sacré dans la religion juive.
Je suis toujours impressionnée du nombre de symboliques de symboles en fait qu'on peut retrouver sur une carte. C'est si on prend le temps de vraiment décortiquer, d'aller l'analyser, etc. C'est pour ça qu'on fait cette section. Mm. Mais c'est vraiment impressionnant comment rien n'a été laissé au hasard finalement. Absolument pas. Puis justement, si on regarde dans cette même roue, on peut voir qu'il y a différents symboles. Donc, il y a le symbole du mercure, du soufre, du sel et le signe astrologique du Verseau. En toute sincérité, je n'ai pas fait de recherche supplémentaire pour comprendre pourquoi il y avait ces symboles-là en particulier, mais comme la version du tarot Rider-Waite intègre beaucoup de notions astrologiques, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une corrélation avec les 4 signes fixes. Donc, veux-tu en glisser un mot par rapport aux 4 signes fixes? Absolument. Ben, si vous regardez en fait dans les quatre coins de la carte, on voit des animaux. Donc ils se rapportent soit au lion, au taureau, au verseau et au scorpion, qui sont les signes fixes finalement de tous les signes du zodiaque. Donc en fait, on peut dire qu'il semble agir en fait à titre de référence aux quatre éléments, aux quatre points cardinaux. Tu sais, c'est souvent cette notion de cadran, on va dire, qui revient. Il y a une créature rouge aussi à tête de loup qui est couchée appuyée sur la roue à droite. Une deuxième créature qui a une tête de sphinx qui est sortie d'une couronne de roi égyptien et qui tient une épée. Et on peut voir aussi qu'elle a une posture très calme, elle est assise en haut de la roue. Et le dernier animal, c'est un serpent jaune qui lui semble descendre la roue. Mhm. Exact. Et puis chacune de ces créatures-là semble représenter justement l'émotion qu'on peut ressentir entre guillemets quand on est sur une pente ascendante, si on peut dire ça comme ça, le loup. Ensuite, quand on arrive en haut de la roue et qu'on a le pouvoir de dicter, de diriger les choses comme on l'aimerait, bien, on se sent comme un roi. Mhm. Et quand on est dans une pente descendante, eh bien, inévitablement, voilà, on sent qu'il faut se faufiler, il faut essayer de survivre en fait. Donc, peut-être, je sais pas si c'est ça l'idée derrière le serpent, d'être dans une mutation. Oui, bah c'est, tu vois, pour moi le serpent c'est un animal qui mue, Mm, donc à proprement dit, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui font ça, donc je pense que, enfin les animaux à poil, mais tu sais, c'est quand même une grosse représentation chez le serpent, la peau qui reste en arrière. mm, mm. Au niveau des animaux, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors en fait, je vais sortir la carte du tarot de Marseille parce que comme je vous le disais un peu plus tôt, je vais me pencher un peu plus sur cette version-là au niveau des explications. Donc, vous allez voir qu'il y a également 3 animaux qui sont assez semblables. Donc, dans la version sur la droite, on va observer une créature qui ressemble à un chien, qui porte un espèce de collier rouge qui bande un peu ses oreilles. Donc, on peut interpréter que c'est comme s'il était attaché à la roue. Et cet attachement-là nous rappelle notre conviction qu'il faut absolument qu'on se tienne, qu'on s'attache de façon presque forcée à certains facteurs lorsqu'on sent que nos circonstances sont en train d'évoluer positivement. Donc, c'est comme par exemple quand, je sais pas, on a un nouvel emploi, on se dit, oh mon Dieu, je sens que mon nouvel emploi se passe bien, je pourrais éventuellement parvenir à un poste de direction qui m'intéresserait, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut absolument que je fasse les choses de telle façon, que je reste des heures supplémentaires. Donc, c'est comme on s'attache, voire même de façon malsaine, et on n'écoute pas notre intuition, on n'écoute pas nécessairement les avis extérieurs. Donc, c'est pour ça qu'il est attaché par ce collier. Mhm. Ensuite, bon, le sphinx du haut qui est serti, dont la tête pardon, est sertie d'une couronne. Il tient une épée dans la main qui indique son pouvoir décisionnel, donc un peu comme dans la version Rider-Waite. Cette créature-là est au sommet, elle peut choisir ce qui lui convient, mais par contre, elle sait que tout n'est que temporaire et que prochainement, elle va se retrouver dans la position du singe de gauche, qui semble malheureux, qui retombe vers le bas de la roue. Donc, le singe, pourquoi est-ce que c'est un singe dans la version du tarot de Marseille? C'est souvent parce que c'est un animal qui est associé à l'imprévisibilité, parfois aussi un peu au ridicule. Donc, le sphinx, pour revenir à lui, semble faire référence aux 2 énigmes que le sphinx a posées à Édipe dans la mythologie classique, qui font allusion justement à la nature cyclique de la vie. Donc, il lui avait posé la question, quel être pourvu d'une seule voix, a d'abord 4 jambes le matin, 2 jambes à midi et 3 jambes le soir. Et puis, bien sûr, c'est l'être humain. Et puis, La petite devinette. la petite devinette. Donc, c'est comme d'accepter que peu importe ce qu'on fasse, il y a des choses qui sont plus fortes que nous.
Et il y a deux sœurs, l'une donne naissance à l'autre et elle, à son tour, donne naissance à la première. Qui sont les deux sœurs? La réponse, c'est le jour et la nuit. Donc, le sphinx est là justement pour nous rappeler que même si on est en haut, on va se retrouver en bas éventuellement. C'est comme un cycle finalement. On va revenir un Exactement. petit peu plus tard, mais tu sais, il y a ces histoires de karma aussi qui reviennent avec la roue. Il y a tellement de choses à dire au niveau de l'imagerie finalement. Absolument. Puis justement, Shay, au niveau de la carte du tarot de Marseille, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire par rapport à l'emplacement des créatures qui semblent être un peu plus en périphérie? Oui, bah comme tu dis, en fait, ils sont en périphérie. Puis là où je peux attirer ton attention, c'est au niveau des couleurs. En fait, Hmm. dans le tarot, il y a à peu près tout qui a une importance, là. Puis les couleurs, ça en fait partie. On voit qu'au centre de la roue, c'est rouge. Donc, en fait, comme on le sait, toutes les couleurs, elles ont une signification. Et en fait, le rouge, ça représente souvent le fait d'être en action ou le pouvoir de l'action. Hmm. Ici, on parle aussi de force universelle qui actionne les changements et sur laquelle, en fait, on n'a aucun pouvoir. On va aussi parler de la force personnelle qui va nous donner l'ancrage et la force nécessaire pour actionner les changements qui nous aideront en fait à naviguer ce qui peut nous échapper. Donc, si on doit retenir quelque chose de tout ce que je viens de dire, c'est qu'en Hmm. gros, il y a vraiment une force externe. Ça, on peut rien y faire, si ce n'est la subir. Hmm. Mais on a quand même ce pouvoir personnel, nous, de contrôler nos émotions par rapport à ce qui nous arrive. Donc, même si on doit subir l'action, on a le choix de voir comment on va la réceptionner. Et c'est ce qui est le plus important finalement à chaque fois qu'on a une épreuve, c'est de voir à quel point on est capable de l'accueillir. Absolument. Puis ce que tu dis, je pense que ça rejoint l'intention de l'auteur au niveau de l'imagerie, quand on peut apercevoir la petite manivelle blanche qui va directement au cœur de ce Mhm. centre-là qui est rouge. Donc, c'est comme pour nous indiquer que ce pouvoir d'action personnel-là, ce n'est pas de se fixer en périphérie de la roue comme les créatures, ce qui risque d'impacter grandement notre monde émotionnel. Donc, l'eau qu'on peut apercevoir dans le bas, ça représente, voilà, nos émotions, mais aussi le fait que la vie, c'est comme l'océan, donc c'est en mouvement, c'est en impermanence perpétuelle, et l'important, c'est de nous fixer à l'intérieur de la roue, donc de nous recentrer, de choisir comment on veut interpréter ce qui nous arrive, ce qui va nous donner le pouvoir d'actionner à nouveau la manivelle à notre échelle, donc ce qu'on a le pouvoir d'influencer, et de changer nos circonstances petit à petit. Est-ce qu'on veut interpréter un échec, entre guillemets, comme une leçon qui va nourrir notre futur succès? Ou encore, on veut interpréter cet échec comme une représentation que tout va toujours mal, qu'on est toujours à la merci des facteurs externes, donc on est toujours en périphérie de la roue. Absolument. Puis tu sais, ça me fait penser aussi à quand il y a des choses un petit peu qui nous arrivent, des aléas de la vie. Souvent, j'ai tendance à dire que c'est des cadeaux mal emballés. Parce qu'au Hmm. final, c'est vrai que tout de suite, là, quand ça nous arrive, on n'est pas super content d'avoir un changement, ça vient bouleverser nos habitudes, là, peu importe de quoi on parle. On peut parler du vol d'une voiture. Je prends cet exemple parce que je me suis fait voler ma voiture, puis quand on a tiré, on a eu la roue de la fortune, donc pas un hasard que des rendez-vous. Ouais. Mais tu sais, on peut parler d'une séparation, on peut parler de plein de choses. Et au final, quelquefois, ça peut nous apparaître comme une grosse épreuve très lourde en émotions, etc. Puis finalement, quand la vie se déroule, on se rend compte que bah, c'était pour le mieux. Donc, c'est des cadeaux mal emballés. Puis moi, quand je vois la roue de la fortune, c'est à ça que je pense. Et que je me dis, ok, là, c'est peut-être pas une super belle chose qui m'arrive, mais il va peut-être tirer du positif si moi, dépendamment de comment je l'accueille émotionnellement, cette nouveauté. Hmm. Donc, c'est le moment de rebattre un petit peu les cartes et puis d'aller voir comment tirer parti de la situation. C'est super ça, ce que tu viens de dire, j'adore un cadeau mal emballé, je vais m'en rappeler de celle-là. Ouais, Ah tu ouais, l'avais jamais absolument, entendu? je l'avais jamais entendu. Puis justement, pour revenir à la manivelle, elle peut aussi représenter le fait qu'il faut une pause entre chacun des cycles. Une fois qu'on a vécu justement ce cycle-là d'ascension avec l'espèce de chien qui devient un sphinx, qui redevient un singe, on a besoin d'une pause pour retrouver la force intérieure de réenclencher à nouveau la manivelle pour ouvrir un nouveau cycle. Mhm. Donc c'est un rappel. Et on peut apercevoir dans la version toujours du tarot de Marseille que la roue, elle est double. Il y en a une première qui est verte à l'intérieur ou jaune, ou enfin, il y a différentes couleurs qui sont utilisées en fonction de la version que vous avez, parce que parfois même le tarot de Marseille va être revisité en utilisant différentes couleurs. Donc, il y en a une qui est jaune et une autre rouge.
Donc la double roue, elle nous rappelle à la fois le côté animal et le côté spirituel de l'être humain. Donc le défi de l'être humain, ce sera toujours d'unir les deux dans la dualité et de se rappeler que nous sommes à la fois acteurs, donc entre guillemets animaux, et observateurs, donc entre guillemets spirituels, dans ce qui se manifeste dans notre vie. Ok. Je suis en train de devancer un peu ce que tu vas dire, mais je regardais les notes. Est-ce qu'on peut passer un petit peu rapidement pour pas spoiler la suite? Mais tu sais, ce que tu me disais par rapport aux trois créatures tout à l'heure quand on regardait la carte en préparation. Oui. Est-ce que tu veux nous le réexpliquer rapidement en live? En fait, si on regarde chacune des créatures en commençant par le singe de gauche, il porte des vêtements qui couvrent le bas de son corps seulement, faisant allusion à un focus sur les chakras du bas et à l'incarnation humaine de l'âme qui descend sur Terre pour venir découvrir les aspects tangibles de l'évolution de son âme. Ensuite, il plonge vers l'océan sous la roue, qui représente son subconscient, duquel il va émerger avec une nouvelle prise de conscience qui va lui donner un sentiment d'ascension, qui est le chien de droite. Donc, on peut dire ici que cette nouvelle intellectualisation de sa vie, qui peut être symbolisée par justement, encore une fois, le collier, parce que c'est seulement la tête, en fait, qui sort. Là, ici, il est vêtu, le chien, puis on voit surtout sa tête. C'est comme pour mettre l'emphase sur les chakras du haut, donc l'intellectualisation. Ça va lui donner un sentiment de contrôle et de compréhension de sa vie, mais, encore une fois, comme il est attaché à la roue, cette compréhension est à la fois momentanée, parce qu'elle dépend seulement des circonstances dans lesquelles il se trouve, et elle va avoir tendance à l'encourager à ne pas écouter les exemples contraires. Donc, c'est pour ça qu'il a les oreilles fermées. Donc, le sphinx du haut, au final, il tient une épée, mais au niveau de son cœur. Et ça représente que la vérité de notre âme, notre véritable compréhension du monde, et donc nos réactions, vont qualifier les expériences que nous vivrons et vont attirer de façon consciente ou inconsciente tout ce qu'on vit pour pouvoir c'est ça, développer notre cœur, notre monde émotionnel. Donc, c'est ça, c'est une carte qui est très profonde, même si a priori, on la regarde puis on se dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Exact. Intuitivement, je pense que quand tu entends roue de la fortune, tu te doutes un petit peu qu'il y a une histoire de changement de placement, de bonne chance, de karma, toutes ces histoires, mais c'est sûr qu'elle est riche en symboles, puis on pourra en parler pendant des heures là, mais bon, le but c'est pas de vous assommer avec une partie descriptive, mais en tout cas je pense qu'on vous a donné des bons éléments pour pouvoir la comprendre et puis pouvoir vous attarder un petit peu plus sur les détails pour comprendre tous les messages qu'elle peut vous apporter. On passe sur la lithothérapie, les chakras. Yes! Commence? Vas-y ma chérie. Ok, donc nous on a plusieurs, elle est tellement riche cette carte qu'on a plusieurs pierres à vous recommander qui pourraient vous faire penser à sa symbolique. Dans un premier temps, on a tout ce qui est amazonite, aventurine et jade. Ce sont trois pierres qui sont connues pour attirer la chance. Donc c'est bien ce qui fait écho à la roue de la fortune. Est-ce que toi tu as un porte-bonheur là? Ça me fait penser à la question, mais je suis bien curieuse de savoir. En fait, non, c'est pas vrai. En termes de pierres, moi, je me suis souvent fait dire que vraiment l'aventurine ou le jade, ce sont des pierres qui sont à préconiser. Personnellement, je n'en ai pas. Par contre, si on me pose la question, est-ce que j'ai un porte-bonheur? Oui. Mais ce n'est pas une pierre. Ok. Et toi? Oui, moi aussi. Moi aussi, mais c'est pas une pierre non plus. Okay. C'est une fève. Ah! Ouais. Okay. Une petite fève de galette des rois. J'avais gagné et elle est trop belle. Je te la montrerai tout à l'heure. Okay. Trop mignonne, mais c'était une galette des rois qu'on a mangée avec l'autre Roxane de ma vie. Parce que je suis chanceuse, j'en ai deux. Et elle est très très belle. C'est une petite tortue. Ok. Ouais. Franchement, œuvre d'art, la fève. Donc je l'ai gardée. Et puis depuis là, j'ai dans mon sac à main. J'adore. C'est quoi, toi, si tu veux bien nous le dire? Bien sûr, moi, en fait, depuis que je suis toute petite, c'est la coccinelle, mon porte-bonheur. Oh, c'est pour ça que t'en as une à côté de tes plantes? Oui. En fait, petite histoire rapide, petite capsule de vie. Cette coccinelle, c'est ma grand-mère qui me l'a peinte parce que quand j'étais petite, j'aimais beaucoup les coccinelles et j'en avais ramené une dans mon sac à dos. Et puis j'avais dit à ma grand-mère, ah, j'ai une coccinelle dans mon sac à dos. Et puis elle m'avait dit, mais va la mettre dans la boîte aux lettres à l'extérieur, tu vois, c'est mieux qu'elle soit dehors. Et puis, le lendemain, j'étais un peu déçue parce qu'évidemment, elle était partie. Il y a quelques années, je suis partie en Colombie pendant presque un an.
et il faisait -20 dehors. Je suis partie le 20 février et la veille au soir, il y avait une coccinelle sur mon plafond dans ma chambre. Et puis, je l'ai vraiment pris comme un symbole de bon augure pour mon voyage. Et comme de fait, quand je suis arrivée en Colombie, il y a eu plein de synchronicités qui ont fait en sorte qu'il y avait des coccinelles partout sur mon chemin. Donc, C'est très très mignon, ouais. vraiment. Trop chou, je sais pas que c'était ta grand-mère qui avait peint cette petite poterie. Et oui. Oh, elle est d'autant plus mignonne. Si on revient à nos pierres, on a aussi l'onyx, qui est une pierre associée à la libération du karma. Donc, on peut dire que ça favorise les nouveaux départs. Tout à fait. Ensuite, on a la topaze. C'est aussi une pierre qui est surnommée pierre d'or. Donc, elle est connue pour attirer la richesse, l'or et les trésors. Elle est aussi appelée pierre de l'optimiste et elle est reconnue comme une pierre de protection. Super. Donc, voilà pour l'aspect lithothérapie. Et on a au niveau des chakras, tu veux nous en parler? Oui, bien en fait, comme vous aurez probablement constaté si vous connaissez bien les pierres qui ont été nommées jusqu'à présent sont principalement associées au chakra du cœur, parce que justement, bon, ce qu'on attend dans notre vie, souvent, c'est ce qu'on va attirer avec la vibration qui est la plus intense, soit celle de notre cœur, mais on peut aussi se pencher sur le chakra racine, donc qui va représenter tout ce qui a trait à la stabilité, la sécurité, et c'est justement quand ce chakra est ébranlé qu'on va sentir justement que tout le reste est ébranlé. Donc, on peut dire que le chakra racine peut être stimulé quand on a la roue de la fortune qui sort. Donc, on pourrait aussi aller chercher, disons, une pierre comme, ben, on a nommé l'onyx. On peut aller chercher une pierre qui va stimuler, disons, l'abondance financière. Donc, ça pourrait être la pyrite. Donc, la pyrite, c'est principalement, bon, le chakra du plexus solaire, mais bon, on essaie d'aller stimuler principalement les chakras du bas qui vont monter jusqu'au cœur. Et puis, si vous trouvez justement que l'une des pierres en particulier vous fait sentir que vous avez de la bonne chance, eh bien, allez-y. Et puis... Oui, c'est ça, parce qu'on parle de pierre pour incarner la carte de la roue de la fortune, mais ça peut très bien être un gris-gris, un porte-bonheur. C'est vraiment l'intention qu'on y met plus que l'énergétique de la pierre qui compte, je pense, pour ce genre de cas de figure. Absolument. Puis au niveau des mots-clés, Shay, pour une carte de la roue de la fortune qui sort à l'endroit, ça te fait penser à quoi? Alors, à l'endroit, donc on va penser à des changements positifs, à des fins qui ont des retards. On peut parler aussi de coups de chance. On peut parler de tournures positives des événements qui se produisent actuellement ou à l'horizon. Puis j'aimerais mettre l'emphase aussi sur le fait que quand la roue de la fortune elle sort, c'est que quelquefois oui il y a un gros coup de chance, mais c'est pas si évident que ça au début. Tu vois, c'est pas un gros coup de chance direct tu vas gagner au loto. C'est comme il y a quelque chose d'un peu surprenant qui se produit. On parle aussi de changement, de destin, de destinée, de cycle à travers les leçons karmiques aussi, des chaos de la création et de tournants. Absolument. J'adore quand tu parles justement de leçons karmiques. C'est sûr que quand on parle du karma, souvent ça va avoir une connotation un peu pesante, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que le karma, ce sont justement des leçons qu'il faut qu'on apprenne. Donc, sans transition, quand on regarde justement une roue de la fortune qui est inversée, eh bien souvent c'est que c'est un cycle qui se répète continuellement parce qu'on n'a pas encore appris la leçon. La leçon principale, comme on l'a dit plus tôt, c'est d'aller plonger dans notre subconscient et puis d'essayer dans la mesure du possible de maîtriser ce qui est à notre portée tout en ayant confiance en la vie. C'est sûr qu'une carte à l'envers peut indiquer une malchance, ça peut indiquer un sentiment d'être attaché aux circonstances, ça peut indiquer qu'on est dans résistance à certains changements qui sont inévitables, ça peut nous parler de pessimisme, d'un élément perturbateur qui est intimement lié à notre parcours de vie, un revirement inattendu ou entre guillemets négatif. Mais encore une fois, je vais mettre l'emphase sur ce que tu as dit tout à l'heure, Shay. Parfois, les cadeaux qui sont mal emballés, au final, ça finit quand même par être un cadeau. Exact. Il faut juste attendre pour pouvoir apprécier le spectacle. C'est ça. On y va avec les significations, si tu veux, pour du concret dans les différentes sphères de notre vie, que ce soit l'amour, le travail ou les finances. Oui. On commence par l'amour? Allons-y. Allez. Donc, en amour, quand on parle en premier d'un nouveau cycle qui s'offre à la personne qui consulte le tarot, on peut penser au fait qu'elle peut choisir, par exemple, de s'exposer à une nouvelle réalité ou est-ce qu'elle va continuer d'emprunter le même chemin. Donc vraiment, là, pour moi, c'est quand même une carte de, oui, un élément extérieur, mais tu es en maîtrise de choisir
qu'est-ce que tu vas choisir, qu'est-ce que tu vas choisir d'emprunter comme chemin. Mais il y a quand même cette situation de changement. Pour une personne qui est en couple, on parle aussi d'une relation qui arrive à une croisée des chemins. Donc il y a plusieurs hauts, il y a des hauts et des bas, il y a possiblement des ruptures, des réconciliations. Il faut en fait que les deux partenaires s'entendent sur la direction qu'ils souhaitent adopter ensemble. Donc on peut aussi parler d'une passe chanceuse, donc, ou au contraire d'une passe plus compliquée pour un couple. C'est vraiment une carte qui est ambivalente, je trouve, parce que ça va. Là, on fait appel à votre intuition pour savoir de quoi ça parle dans le cas présent. Mhm. Absolument. Puis, je sais pas pour toi, Shay, mais je trouve que quand on lit les cartes justement à l'endroit, à l'envers, pour moi, la roue de la fortune, c'est définitivement une des cartes principales où est-ce que je me dis, c'est quand même un très gros indicateur quand on veut comprendre est-ce que ça va être une passe qui est favorable ou une passe qui est un peu plus compliquée Mhm. de pouvoir la voir sortir à l'endroit ou à l'envers. Autant qu'il y a Oui, d'autres cartes que c'est moins essentiel, je trouve que dans le cas de la roue de la fortune, c'est quand même très important. je comprends ce que tu veux dire. Après, ça dépend vraiment de notre méthode de tirage. Ouais. Parce que dépendamment de comment tu brasses tes cartes au début, il y a un peu de chance qu'elles soient à l'envers si t'es quelqu'un d'ordonné qui range ses cartes dans le bon sens. Donc, à pas prendre au pied de la lettre, ça dépend vraiment de votre méthode. Mais je suis absolument d'accord avec toi que quand, mettons, elle sort à l'envers, tu vas me dire, bon, c'est peut-être pas si positif que ça, tu vois. C'est que le karma, il va me revenir dans la face. Ou... Ou souvent, en fait, c'est ça que, tu vois, en t'écoutant, je m'aperçois que mon commentaire, en même temps, il est un peu contre-intuitif parce que la leçon de la carte, c'est de toute façon qu'il y aura des cycles qui Hmm. seront... Il y en aura des hauts et des bas. Donc, Ouais. même si elle tombe à l'endroit, à l'envers, ce qu'on essaie de dire à un couple éventuellement, c'est que c'est possible qu'ils vivent des montagnes russes. Mhm. Et puis, c'est tout simplement de s'accrocher ou sinon de décider, ben, est-ce que c'est le temps de fermer ce cycle-là? Mais pour moi, inévitablement, quand elle tombe à l'envers, ça me parle d'un cycle qui n'est pas nécessairement productif, qui continue à se répéter de Mhm. façon continue, ou sinon c'est carrément une stagnation. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi. Mm. Je pense qu'on a tout dit pour le côté relationnel. On peut passer au côté professionnel. Oui. Au niveau de la carte, quand elle sort dans un contexte professionnel, ce que je te dirais, c'est qu'on peut parler d'une opportunité qui se présente de façon assez inattendue, mais qui est de bon augure. Mm. Donc, on peut aussi vous encourager à continuer sur votre lancée positive, dépendamment de la position où vous êtes. Ça veut dire que le travail que vous fournissez, il va porter ses fruits tôt ou tard. Et puis, si vous vivez un moment plus compliqué, c'est pas le moment en fait de baisser les bras par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Il faut au contraire continuer vos bonnes habitudes. Puis, c'est quand même une carte qui vous incite à penser que la chance, elle finira par vous sourire à nouveau. Mm. Et après, au niveau... Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose pour le Non, professionnel? non, Ok. c'est parfait. Donc, au niveau financier, on va être très droit au but. D'une façon très directe, la roue, elle annonce ici bah, soit une rentrée d'argent, soit une sortie. Voilà. Voilà. Aussi simple que ça. Au niveau de la guidance et des réflexions d'introspection. Donc, pour clarifier un petit peu cette section, si c'est le premier épisode que vous écoutez de tarologie, ben, je vous invite à écouter les autres, bien sûr. Mais on va quand même pas vous laisser sur votre faim. Au niveau de la guidance et réflexion, c'est une section en fait qu'on a pensé à vous apporter parce que pour nous, le tarot, c'est pas une fatalité. Et on aime bien le voir aussi comme un bon conseiller, un bon ami qui va nous apporter des angles morts sur ce qu'on vit. Et au final, on peut soit interpréter une carte par rapport à quelque chose qui va être un peu sous le prisme de la divination, soit interpréter une carte comme un conseil. Donc c'est ce que veut dire cette section, guidance, réflexion, introspection. Donc quand on parle de la roue de la fortune, les questions qui peuvent être intéressantes de se poser, c'est quel est le centre qui peut me garder ancré pendant cette période de changement. Donc c'est de savoir qu'est-ce que c'est en fait le pilier qui peut vous maintenir à flot quand vous rencontrez des turbulences, de savoir qu'est-ce qui est immuable à l'intérieur de vous et essayez aussi de contrôler l'issue des événements de votre vie. Ou pour reformuler, je repars un peu en arrière. C'est en gros de se poser la question à quel point on essaie de contrôler l'issue des événements de votre vie au point d'étouffer votre capacité à voir la sérendipité. C'est un mot que j'ai appris en faisant la fiche. En gros, ça veut dire de pouvoir voir les actions qui se présentent à vous, de voir la bonne chance et tout ça. Donc c'est vrai que des fois, on est un petit peu trop dans le contrôle
Et on oublie de se dire que, ben, effectivement, la vie, elle peut venir nous apporter des aspects qui viennent pas de notre contrôle. La dynamique de vouloir être toujours en maîtrise des éléments, et ben peut-être qu'on manque cette opportunité finalement. Tout à fait. Tout à C'est fait. rien, c'est juste la commande Ikea qui... Yes! Ok, nous voilà de retour, on a installé... On a installé tout le setup, tapis, tout ça. Roxane est vraiment parfaitement installée. Oh, je suis tellement contente. Donc, on parle maintenant du volet astrologique et numérologie. Comme on le disait tout à l'heure, sans surprise, la roue de la fortune elle est associée aux 4 signes fixes parce qu'ils apparaissent directement sur la carte, donc le taureau, le verseau, le scorpion et le lion. Est-ce que tu veux nous en dire plus à ce sujet? Oui, tout à fait. Donc, on peut aussi rajouter les signes du Sagittaire et des Poissons, puisque la roue peut être associée à la planète Jupiter, donc indirectement à ces deux signes-là. Jupiter représente en fait la chance, mais aussi notre expansion, notre croissance, notre envie. C'est comment on occupe notre place et comment on intègre un groupe. C'est la planète qui nous parle d'une quête de sens, d'idéaux élevés, de sagesse, d'optimisme. Donc, vous retrouverez sans surprise ces thématiques justement dans les signes ou les chemins de vie des signes justement du Sagittaire et du Poisson. Pour tout ce qui a trait à la numérologie, le chiffre 10 représente à la fois la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc c'est un chiffre de renaissance, de potentiel, mais aussi d'ambivalence. C'est un chiffre qui réunit symboliquement le masculin et le féminin en lui. Donc 1 qui est le pilier, 0 qui est le cercle de l'infini. Donc c'est l'optimisme face à toutes les possibilités. Et puis si on combine deux cartes qu'on a déjà analysées, le magicien et le fou, c'est justement ce pouvoir-là de créer ce que l'on veut face à l'infinité de possibilités qu'est le 0, le fou. Exact, tu dis le magicien et le fou parce que le fou est en position 0 et le magicien en position 1. Exactement. Ok, super. Je pense qu'on a fait le tour pour le côté astrologie, numérologie. Après, comme vous le savez, on l'a déjà répété plusieurs fois, mais c'est pas une science exacte. Il n'y a pas une carte qui est égale à un signe astrologique. Donc, voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de quelle est la correspondance qu'on pourrait faire si vous êtes aficionado d'astrologie. Ça va pouvoir vous guider un petit peu sur comment appréhender la carte. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on y aille sur notre volet lecture à 3 cartes. J'ai vu que tu nous avais partagé une très belle question. Donc, ça serait: mon moral est irrégulier depuis quelques mois. Quel conseil le tarot peut-il me donner à ce propos? Oui, je me suis dit qu'en fait, on parle souvent du fait qu'on aime utiliser le tarot pour de l'introspection. Oui. Et je me suis dit que très souvent, c'est le genre de questions peut-être qu'on va avoir de la difficulté peut-être à aborder avec nos proches. Ou si on l'aborde, c'est comme si on n'est pas trop certain sous quel angle le prendre. Donc, typiquement, pour moi, c'est parfait de poser cette question-là au tarot. Ou parfait, enfin. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est une bonne opportunité. Donc, si on sort nos cartes, bien sûr, encore une fois, on va s'assurer d'avoir la roue de la fortune dans notre tirage. Je vais juste sortir les cartes, ce ne sera pas bien long. Alors, voici le moment ASMR. Alors là, on va placer la roue de la fortune au centre, vu que c'est un tirage fictif. On veut vous montrer comment l'interpréter en connexion avec d'autres cartes, parce que si vous vous contentez d'une carte pour le tirage, ça sera possiblement moins riche que si vous le faites avec plusieurs cartes, naturellement. Donc, la roue de la fortune est au centre, puis je te laisse en piger une. Alors, on a le diable. On va la placer à gauche. Et le 4 de coupe à droite. Parfait. Tu veux commencer ou j'y vais? Tu peux y aller. Ok. Donc, on va commencer par la roue de la fortune qui est centrale. Donc, comme on en a parlé aujourd'hui, ça va être peut-être plus intuitif de le comprendre. La roue de la fortune, ici, ce qu'elle nous fait, c'est qu'elle nous parle de cycles qui sont indépendants de notre volonté, mais qu'on a le pouvoir d'influencer par notre accueil et notre détachement. Donc ici, le diable, ce qu'il va nous dire, c'est qu'il y a un sentiment d'attachement qui va nous convaincre que nous dépendons d'habitude de gens ou même de choses qui nous font nous sentir bien ou sur lesquelles on s'est fondé un sentiment d'empouvoirment. Donc c'est à peu près ça. Puis au niveau du 4 de coupe, on nous parle en fait à la fois d'un état méditatif, d'une contemplation intérieure et d'un refus de s'engager émotionnellement dans une nouvelle expérience. Donc, puisqu'on se concentre sur l'étude de ce qu'on a déjà vécu comme croissance émotionnelle,
on peut, en combinant toutes ces significations, comprendre plusieurs choses. Mhm, tout à fait. Donc, premièrement, si je me fie à ce que tu viens d'expliquer par rapport au diable, c'est une carte qu'on va analyser un peu plus tard, mais c'est souvent une carte qui nous parle d'addiction ou de choses auxquelles on s'attache, mais qui peuvent devenir un peu malsaines. Donc ici, les cartes encouragent le consultant ou la consultante à d'abord se pencher sur les attachements ou les addictions qui alimentent cette baisse du moral. Et elle peut aussi indiquer que cette baisse de morale se dirige vers des tendances qui sont possiblement autodestructrices, peut-être dépressives, desquelles il va être difficile de se sortir si on ne s'aperçoit pas comment est-ce qu'on continue de les alimenter. Hmm. Parce que le diable, c'est une énergie créatrice qui est très très puissante. Elle ne stagne pas. C'est énormément de pouvoir d'énergie qui réside dans nos pulsions instinctives auxquelles on peut soit se soumettre ou encore tenter de canaliser dans une direction désignée. Donc, on le verra justement quand on utilisera la carte du diable, mais ce serait typiquement, par exemple, le diable qui va nous inciter à nous dire: ah, aujourd'hui, je me sens stressée, je vais aller prendre un petit verre pour me calmer. Ou, ah, j'ai envie de me sentir un peu plus en vie, ben, je vais aller dépenser de l'argent, puis ça va me donner un sentiment de satisfaction. Donc, c'est toujours une satisfaction, un besoin primaire auquel on tente de répondre, donc des besoins, des pulsions, mais la réponse sera toujours de durée éphémère en termes de satisfaction. Absolument, c'est comme une compensation un peu malsaine par rapport à l'addiction finalement. Puis il y a beaucoup de patterns comme ça qu'on retrouve. Par exemple, tu l'addiction au sucre, ça peut être dans la bouffe, les TCA, ça peut être, comme tu dis, addiction au shopping, addiction au jeu. Il y a pas mal de choses qui peuvent se retrouver là-dedans finalement. Exactement. Donc, si quand je me sens moins bien, je prends connaissance euh, justement de cette, disons, émotion que je suis en train de vivre qui est très forte et qui va me pousser à aller dans une direction, euh, bien, je deviens pris ou prise dans un cercle vicieux qui, à son tour, me convainc que comme justement je n'ai pas de chance ou je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas de contrôle, je peux adopter des comportements qui me rapprochent plus de mon côté entre guillemets sombre. Donc, c'est pour ça aussi que c'est la carte du diable. Ce qui vient, encore une fois, ça renforcer l'idée que je suis à la merci de mes pulsions. Donc, encore une fois, c'est ça, ça vient main dans la main avec cette idée de la roue de la fortune qui, elle, nous incite à reprendre le pouvoir en nous rappelant qu'on a toujours un pouvoir d'action, même si les circonstances sont hors de notre portée. Donc, la roue de la fortune vient nous parler des cycles qui peuvent se répéter éternellement si on ne fait pas attention à notre façon d'accueillir les événements extérieurs à nous. Puis, ça nous invite à adopter une position d'observation de notre morale, mais aussi de notre position d'acteur, d'actrice. Quand je parle de morale, je ne veux pas dire la morale avec un E, mais plutôt notre morale, notre Mhm. état. Mhm. Donc, c'est aussi un rappel d'espoir. C'est toujours important de se rappeler qu'il y a une leçon qui est plus grande qu'on peut soutirer dans les événements ou les défis qui nous sont lancés, puis que si on vit quelque chose de plus négatif, le positif est en route, comme on l'a vu avec le cycle de la roue. Exactement. Exactement. Puis après, ben, la roue, elle vient nous inviter aussi sur la façon dont nous, on accueille ces événements qui sont extérieurs à nous, à adopter plutôt une position d'observateur de notre morale, comme tu disais, d'être aussi acteur de notre changement. Parce que si on se sent moins bien, ça fait partie de la vie, mais qu'est-ce que c'est les solutions en fait qu'on peut mettre en place pour éviter que cette énergie, finalement, elle stagne? Mhm. Puis finalement, avec le 4 de coupe, on aperçoit ici une invitation justement à l'analyse de nos tendances qui ont été mises en lumière par le diable, mais c'est aussi une invitation soit à se détacher un peu plus des choses auxquelles on est très attaché émotionnellement, ou encore peut-être de prendre un recul par rapport à nos relations interpersonnelles, parce que parfois les limites entre notre sphère émotionnelle et celle des autres peuvent être floues. Donc, on le Hmm. verra quand on analysera le 4 de coupe, mais dans la version Rider-Waite, le personnage, il regarde le 3 de coupe avec une distance, et quand on sait que le 3 de coupe, ça représente les relations sociales, les amitiés, bien justement, c'est comme une invitation à se poser la question, est-ce que ce que je suis en train d'absorber, ça m'appartient ou est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre? Donc, voilà. Si on s'attarde à la configuration contraire, parce que les exemples qu'on vient de citer ne concernent pas le ou la consultante, le 4 de coupe peut aussi agir à titre de miroir pour dire tu te détaches trop émotionnellement
peut-être que tu devrais essayer davantage de t'engager pour te sentir mieux, plus connecté avec toi-même, plus connecté avec les autres. J'aime beaucoup ton analyse, c'est vraiment une perception fine de la situation, puis tu sais, en général, quand il y a peut-être une fluctuation de morale, ça peut être dû à nous, mais ça peut aussi être dû à notre entourage. Donc c'est bien de se questionner aussi sur ce qu'on consomme. Tu sais, quand je dis le mot consomme, c'est vraiment au sens large, mais les relations qu'on a, c'est aussi des choses qu'on consomme, mine de rien, parce que c'est des choses qui viennent à toi en continu. Donc c'est d'aller se questionner, est-ce que ça me fait du bien ou est-ce que ça me fait pas du bien finalement. Tu sais, Mm. c'est comme au niveau, tu sais, je vais prendre l'exemple des réseaux sociaux par exemple. On parle souvent d'aller faire une détox entre guillemets des réseaux sociaux puis de s'interroger vraiment sur le contenu que tu consommes. Ça peut vraiment influencer ton moral. Donc tu sais, le cadre de couple, là comment il est présenté, moi je pourrais l'interpréter comme ça aussi. De qu'est-ce que tu as dans ton entourage qui te pollue, est-ce que ça te met vers le haut, est-ce que ça te tire vers le haut ou est-ce qu'au contraire ça te tire vers le bas? J'adore ce que tu viens de dire, puis pour rebondir là-dessus, comme la roue, elle est au centre, quand elle sort dans un tirage, moi j'ai souvent tendance à vouloir regarder qu'est-ce qui est à gauche, qu'est-ce qui est à droite, parce que Mhm. ça me parle d'une alternance entre ce qui est à gauche et ce qui est à droite dans la vie de la personne. Oui. Donc c'est comme si, par exemple, cette personne-là qui vient demander qu'est-ce qui se passe au niveau de mon moral, avec le diable, j'aurais l'idée, ah, cette personne-là, elle va souvent passer par des extrêmes où est-ce que tout va lui paraître super, elle se sent super en contrôle, elle est beaucoup dans l'intensité, et ensuite, whoop, elle va tourner vers la droite, qui est cette espèce de désengagement émotionnel, cette lassitude-là. Donc, peut-être que j'aurais tendance à demander à la personne, est-ce que tu as déjà considéré de consulter quelqu'un pour de l'aide professionnelle? Est-ce que, par exemple, ça pourrait mettre la lumière sur un problème peut-être d'ordre un peu plus psychologique, Mhm. où est-ce que la personne, elle pourrait, disons, vivre des intensités, des extrêmes au niveau des émotions. Vraiment intéressant. Hmm. Est-ce que tu veux qu'on y aille avec notre nouveau volet? Oui, alors, Macha, veux-tu nous raconter comment est-ce qu'on peut faire tourner sa propre chance avec la roue? Oui, en fait, l'idée de ce volet-là, comme je l'expliquais au début de l'épisode, c'est de vous proposer une sorte de tirage qui soit plus introspectif que divinatoire. Donc, en gros, on a vu ce que c'est l'énergie de la roue de la fortune, et là, on veut voir comment la manifester dans sa vie. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est encore une fois un tirage à 3 cartes, mais là, ça va pas être pour deviner une situation, ça va être plus pour être proactif dans la situation. Donc, faire tourner sa propre chance avec la roue. La carte numéro 1 que vous allez tirer, elle va être liée à qu'est-ce que j'ai à connaître à propos des facteurs qui influencent ma chance. Où suis-je rendu dans ma roue? Donc, est-ce que tu es dans la Hmm. partie où tu es dans le positif ou est-ce que tu es dans la partie où tu es plutôt dans le bas de la vague, dans le négatif? Donc, ça va être la carte 1 que vous allez tirer. La carte centrale, elle va vous indiquer comment puis-je inviter plus de sérendipité, ce mot est le mot-clé de l'épisode, de chance et de magie dans ma vie. Et Hmm. enfin, la carte de droite, elle va être un conseil pour votre avenir. Donc, quelles actions ou perspectives influenceront positivement vos opportunités? Hmm. J'aime beaucoup ce tirage. C'est magnifique. Oui, c'est beau. J'ai envie de le tester J'ai envie. maintenant. Après l'épisode. Après l'épisode. Ah, ben super! Ben, Shay, je pense que ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait à dire aujourd'hui sur la roue de la fortune. Absolument. Parfait. Donc, bien sur ça, on va conclure notre épisode. Donc, on espère qu'il vous aura apporté un plus grand sentiment de sérénité face aux aléas de la vie, qui vous aura inspiré à vous pencher sur les stratégies que vous pouvez adopter pour accueillir ce qu'elle vous réserve. Avant de terminer l'épisode, comme à l'habitude, n'hésitez pas à noter le podcast avec la note de votre choix et à nous laisser un petit commentaire. Ça nous fait toujours tellement plaisir de vous lire. On s'écrit, on s'envoie des screenshots. On dit, ah, regarde, cette personne a dit ça. Et puis, ça nous fait super chaud au cœur. Et puis, surtout, si vous avez des suggestions aussi, c'est hyper précieux pour qu'on puisse progresser, améliorer le podcast. Donc, on se retrouve prochainement pour notre épisode sur la justice. Et on vous dit un gros, gros merci pour votre temps. Merci Roxane. Je me permets juste de rajouter quelque chose de très important qu'on a complètement oublié d'annoncer pendant l'épisode. Oui, Tu vois où je veux en venir? je pense que oui. On a ouvert les tirages en fait, donc ça fait quelques temps qu'on se questionne sur la façon dont on veut vous proposer ça, si on veut vous le proposer aussi, parce qu'on ne vous cache pas que c'est beaucoup d'investissement mental, aussi un investissement de temps
qu'on veut faire. Et on a décidé d'ouvrir les tirages. Donc, si jamais vous avez des questions, on va vous rediriger vers notre lien Linktree qui est sur nos réseaux sociaux. Vous allez pouvoir retrouver notre site web, notre page web qui va vous présenter l'offre de tirage qu'on souhaite vous proposer. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter là, ça va nous faire plaisir de voir comment on peut le faire. Et au niveau du format, donc on sera deux parce qu'on s'est dit que on faisait le podcast à deux, donc nos tirages, on a envie de vous les proposer à deux. Et puis on trouve que c'est toujours bien d'avoir comme deux visions des choses quand on tire les cartes. Donc voilà, la grande nouvelle qu'on avait à vous annoncer. Puis on vous en parlera un petit peu plus sûrement dans les prochains épisodes pour ceux qui n'auront pas encore entendu la nouvelle parce que on décide de faire ça en dernier de l'épisode. Donc j'espère que vous l'aurez entendu, que vous serez resté jusqu'à la fin. Voilà, je pense que l'annonce est faite. Oui, donc merci beaucoup et puis on vous dit à très bientôt. À bientôt!